Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, l'allégresse généralisée sur les marchés, qu'on ne voit pas d'ailleurs forcément à travers la clôture du CAC 40 ce soir qui est à peine positive, mais on a vu le DAX qui a gagné autour de 1% ce soir, de nouveaux records à Wall Street, on le voit également sur les devises avec l'euro qui s'apprécie au-delà de 1,22, à la fois un mouvement de baisse du dollar et un mouvement d'appréciation de l'euro, le sterling qui profite d'un narratif plus positif sur l'idée d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, on voit les matières premières, le pétrole, le baril de Brent qui est à plus de 51 $ ce soir, l'once d'or qui progresse jusqu'à 1900 $, et puis bien sûr le phénomène Bitcoin qui marque cette fin d'année avec un Bitcoin à plus de 23 000 $ pour la première fois de son histoire. Le Brexit, je le disais, le narratif du moment est un peu plus positif avec l'idée d'une nouvelle échéance. Comme toutes les autres, ce ne sera peut-être sans doute pas la dernière deadline pour ce Brexit, mais le président du Parlement européen a déclaré qu'il fallait quand même un deal avant ce dimanche pour pouvoir permettre justement aux parlementaires européens de voter un éventuel accord. On verra ce qu'il en est de ce point de vue-là. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché, le sentiment de marché, l'allégresse de fin d'année, que faut-il en penser? Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse consacré à un thème chaque soir, marché à thème. Le thème du soir, ce sera celui de la finance solidaire, investir dans l'économie sociale et solidaire, avec en plus le kicker de la défiscalisation de fin d'année. On en parlera avec Frédéric Villot qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Tendance, mon ami, les infos clés du jour sur les marchés, résumées chaque soir par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture à l'équilibre ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,03% à 5 549 points dans un volume d'échange légèrement supérieur à 3 milliards d'euros. L'optimisme de ce matin est finalement retombé cet après-midi à la Bourse de Paris alors que Wall Street est dans le vert depuis l'ouverture. La décision de la Fed de laisser ses taux inchangés et de continuer son soutien sans faille à l'économie américaine n'a pas été une surprise pour les investisseurs. Seul léger changement, celle-ci précise désormais que ces achats d'obligations se feront à un rythme d'au moins 120 milliards de dollars par mois jusqu'à ce que l'économie américaine soit remise de la pandémie actuelle, avec comme principaux indicateurs l'inflation et l'emploi. En ce qui concerne ses prévisions économiques, la Fed anticipe un recul du PIB des États-Unis de 2,4% en 2020 avant de rebondir de 4,2% en 2021. Des estimations finalement meilleures que prévues alors qu'elle mentionnait en juin dernier un recul de 6,5% du PIB sur l'année 2020. Sur le front du chômage, la Fed se montre également optimiste. Elle estime que celui-ci devrait revenir aux alentours des 5% en 2021, ce qui reste malgré tout plus élevé que les 3,5% de février dernier, avant la crise liée au coronavirus. En matière de chômage, justement, les chiffres hebdomadaires aux États-Unis toujours font mention de 885 000 nouvelles inscriptions la semaine dernière, un chiffre supérieur aux attentes des analystes. Et autre statistique publiée aujourd'hui aux États-Unis, l'indice Philly Fed traduit, lui, une forte baisse de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie, qui passe de 26,3 points au mois de septembre à 11,1 points au mois de décembre. Et aux États-Unis toujours, les discussions en matière de plan de relance continuent et sont un soutien pour les indices américains, alors que le versement d'une aide directe aux particuliers estimé entre 600 et 700 dollars ainsi qu'une prolongation des allocations chômage sont deux mesures envisagées. Et on retourne en Europe cette fois-ci avec la Banque centrale du Royaume-Uni qui laisse sa politique inchangée, une position attendue par les investisseurs alors que le sort des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le 31 décembre n'est toujours pas fixé. On notera également que le taux d'inflation annuel de la zone euro est confirmé à moins 0,3% pour le mois de novembre. Et en France, le climat des affaires se redresse fortement au mois de décembre de son côté. Il gagne 12 points pour se hisser à 91, soit au niveau qu'il avait entre les deux confinements. Il lui reste encore une dizaine de points à récupérer pour retrouver sa moyenne longue période qui se situe aux alentours des 100 points.
Côté valeur à présent, on notera à Wall Street la publication d'un bénéfice par action supérieur aux attentes pour Accenture. Il ressort à 2,32 $ contre 2,05 anticipés. Accenture qui en profite d'ailleurs pour relever ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce notamment à la demande toujours plus forte de services numériques et d'accompagnement dans le cloud dans le contexte actuel. Les investisseurs qui espèrent également voir le vaccin développé par Moderna bientôt autorisé par la FDA qui réunissait son comité d'experts indépendants aujourd'hui. Et à Paris, enfin, on notera essentiellement la vente de 18 avions Rafale de la France à la Grèce, une vente validée par le Parlement grec qui profite ce soir à Dassault Aviation. À Paris toujours, les plus fortes hausses sont signées Capgemini dans le sillage d'Accenture, mais également Kering ou encore Unibail, Rodamco Westfield ou ArcelorMittal. Les plus fortes baisses sont signées Orange, L'Oréal ou ST Microelectronics. Et on regarde l'agenda de demain, dernière journée de la semaine. Les investisseurs suivront les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de novembre aux États-Unis, ainsi que l'indice IFO en Allemagne pour le mois de novembre. Et en cette journée des 4 sorcières sur les marchés, les investisseurs suivront également, côté entreprise, les résultats trimestriels de Nike. Les infos clés du jour, toute la journée en fil rouge avec Nicolas Pagnès sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi nous accompagne ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir, bienvenue Valérie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Bonsoir Christian Parizeau également, chef économiste d'Orel BGC. Et bonsoir à Zakaria Darwish. Merci Zakaria d'être là. Bonsoir. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Il y a des sujets spécifiques sur lesquels on pourra s'attarder. La Fed, les banques centrales, le Brexit, pourquoi pas. Mais votre sentiment de marché déjà pour commencer cette émission. Valérie, comment est-ce que vous évaluez l'optimisme du moment, l'allégresse, l'enthousiasme, l'euphorie? Comment est-ce que vous mesurez le degré effectivement d'optimisme de fin d'année aujourd'hui? Moi j'utilise des outils quantitatifs pour le mesurer parce que bien sûr qu'on peut s'intéresser à ce que les gens disent, mais c'est très difficile de savoir ce qu'ils disent en masse. Et en plus, c'est pas qu'ils mentent, mais ils ont tendance à tirer la couverture à eux. Et puis des investisseurs menteurs. On entend souvent des gens qui viennent et puis qui affirment « Oui, j'ai complètement tourné mon portefeuille ». Et puis vous regardez la performance de leur fonds et vous voyez qu'ils ne l'ont pas du tout tourné. Mais bon, peut-être qu'ils souhaitent le faire néanmoins. Donc ce que les gens disent, c'est pas fiable. C'est pas là vous accordez de l'importance. Non, c'est pas parce que tout le monde dit ça va monter que ça va s'arrêter de monter. Ça serait beaucoup trop simple si c'était ça, parce que avec les algorithmes aujourd'hui qui lisent les news, ça marcherait très bien ça. Non, alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme méthode? D'abord, il y a un indicateur qui est central, mais qui reste toujours un indicateur, c'est la volatilité implicite. Les volatilités implicites, en gros, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elles sont toujours sur les indices autour de 20% et même un petit peu au-dessus. En fait, c'est un niveau très élevé de volatilité implicite. Un sommet de marché dangereux, c'est très rare que ça se forme sur des niveaux aussi élevés. Ça peut se produire, mais il faudrait un ensemble de conditions préalables, et notamment des démarrages de figures de retournement déjà qui soient en place. Alors, on n'a aucune figure de retournement, on a des marchés qui sont au plus haut. Ouais. Ils sont portés par des tendances. Donc, c'est ce qui fait peur aux gens. Ils disent oh, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que ça n'a pas trop monté? Bon. En fait, avec le niveau de la volatilité actuelle, c'est pas la peine d'aller chercher plus de renseignements. Permet de comprendre que non, en fait, les gens sont toujours dans l'ensemble couverts. Il y a toujours une forte demande de couverture, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors après, on peut aller s'amuser, aller gratter pour aller chercher plus de détails. On peut se perdre dans le détail. Et en fait, le métier de l'analyste, c'est de savoir dans les centaines d'informations qu'on a à notre disposition sur les écrans, lesquelles il faut regarder à un moment donné. Et je pense que ça suffit ce que je vous dis. Optimisme prudent. Il y a de la prudence encore dans ce marché qui est pourtant au plus haut en fin d'année. Oui, on est dans le développement d'une tendance. Donc, dans le développement d'une tendance, peut-être que vous avez déjà vu, il y a un graphique qui circule, qui est assez rigolo, parce qu'on voit un marché qui monte avec des à-coups, puis après qui baisse. Et puis, à chaque mouvement, il y a ce que pense l'investisseur. Oui.
Bon, et ce graphique, il est excellent. Regardez dans le milieu de la tendance, en fait, tout le monde a raison. Tout le monde dit ça va monter, tout le monde dit je vais acheter, j'ai acheté, sauf que on n'a jamais suffisamment acheté ou alors on a revendu trop tôt. Donc en fait, il y a toujours des gens qui sont sur le bas-côté de la route et puis qui sont encore disponibles pour acheter si ça se replie un petit peu. Donc dans ces situations-là, on a l'impression que tout le monde a raison. C'est vrai, tout le monde a raison, mais c'est pas pour ça que tout le monde est investi. C'est pas un consensus qui fait peur à ce stade. On est au début du développement d'un consensus haussier. On est dans le développement d'un consensus haussier. On est dans le cœur du développement d'un consensus haussier. Ces cœurs peuvent durer 1 an, 2 ans, parfois 3 à 6 mois. Bon. Voilà. Sentiment de marché, comment vous qualifiez l'optimisme de fin d'année, Christian ? On achète 2021. Ouais. Voilà, c'est ça. On a pricé 2021. Alors, le seul chose. On a pricé 2021 ? Oui, pour moi, oui. Ouais. On a pricé la reprise, on a pricé les campagnes de vaccins, donc finalement ce rebond de l'économie à attendre derrière. Surtout l'allègement. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on sait que c'est un choc exogène à l'économie. C'est pas endogène à l'économie. C'est pas un surendettement des ménages. C'est pas un excès de pessimisme des industriels. Donc, on sait que quand on retire les contraintes sanitaires, ça repart. Ça, on l'a vu dans les déconfinements. Donc ça, c'est quand même un élément de certitude, parce que des fois, on pourrait dire, est-ce qu'il y aura vraiment une reprise, pas une reprise ? On en est certain. Ce qu'on ne connaît pas, c'est le coût économique. Parce qu'on sait très bien qu'on va enlever les contraintes sanitaires, mais il y aura des morts. Mais ça, on ne le sait pas encore très bien. Mais en tout cas, on est persuadé qu'avec le vaccin, on va pouvoir lever tout ce qui est contraintes sanitaires et on va donc repartir. La question, il est de 2 ordres. C'est d'une part, en combien de temps on va faire les campagnes de vaccination et en quelle rapidité on va lever les contraintes. Donc, ce ne sera pas totalement la même chose sur les résultats des entreprises si c'est à la fin du premier trimestre, à la fin du deuxième trimestre ou beaucoup plus tard s'il y a des problèmes de production. Donc il y a ce petit élément d'incertitude, mais on joue quand même l'idée que ça repart. Et puis l'autre élément qu'on achète pour beaucoup, faut pas l'oublier, c'est la conjonction d'une politique monétaire ultra accommodante, et on y reviendra, mais on a quand même une forte promesse des banquiers centraux de maintenir les taux le plus bas possible, et ils sont même obligés parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on a un tel niveau d'endettement des États et des agents privés qu'ils ne peuvent pas se permettre que les taux remontent, ça freinerait tout de suite la croissance. Donc on a cette promesse d'avoir un environnement de taux très bas, avec la promesse de plan de relance. Alors on en pense que l'on veut, mais enfin quand on fait plusieurs points de PIB de relance, en général c'est très bon pour les résultats des entreprises. Après on verra, tout le monde n'en profitera pas. Mais, oui, comment ça se dispatche dans l'économie, les secteurs d'activité. Globalement, c'est difficile de vous dire vendez tout alors qu'on va avoir quand même des plans de relance. Et donc c'est le meilleur des deux mondes. Donc là on achète le scénario rose. Alors après, dans le scénario, une fois qu'on aura valorisé ça, qu'on aura intégré ça, on voit que les attentes des analystes actions sur les résultats des entreprises sont pas particulièrement bas. On attend bien ce rebond. On est quand même, on intègre aujourd'hui dans le niveau de valorisation. Donc après, c'est pour ça que je pense qu'on joue tout ça sur cette fin d'année. On jouera peut-être un petit peu en janvier parce qu'il y aura toujours un petit peu des. En plus, il y a cette fameuse sénatoriale aux États-Unis du 5 janvier qui sera très important aussi dans le mouvement de court terme. Et puis après, je vois bien le marché faire une pause parce que on va voir si tout ça se réalise et à quel rythme ça va se réaliser. Quand on aura vraiment réouvert l'économie, que la stratégie. Non, on l'aura pas encore. C'est-à-dire qu'on va. Une fois qu'on a intégré la bonne année 2021, on va avoir à partir de janvier-février, on va se dire mais bon, est-ce qu'on va le voir se réaliser au deuxième semestre ? Et donc c'est pour ça que je dis que là on est en train de jouer toute la partie positive, peut-être jusqu'en janvier, on va vraiment jouer cette reprise, cette amélioration. Et puis, je dirais que février à juin, on va regarder comment se déroulent les campagnes de vaccination. Est-ce que l'économie reprend ? Est-ce qu'il y a beaucoup de faillites ou pas ? C'est là qu'on aura vraiment on va affiner un petit peu tout ça. Parce que là, on a joué en gros le scénario global. Et puis derrière, on va commencer à avoir les conséquences réelles en termes de changement de comportement. Et est-ce que véritablement, le deuxième semestre sera le nirvana économique avec une reprise très forte, des consommateurs qui retournent dans les restaurants, qui vont voir les spectacles et que les profits vont exploser. Il y a de l'ironie derrière. Bien sûr. Ah oui, d'accord. Ça peut être une question. On peut y croire aujourd'hui. C'est Monsieur Powell qui m'a fait rire hier soir quand il nous a dit on croit à une très forte reprise au deuxième semestre. Il y a tellement d'éléments encore d'incertitude qui vont arriver, mais je pense que le marché aujourd'hui joue ce scénario. Faut aller, on va pas contre le marché, intègre ce scénario dans ses valorisations, commence à intégrer largement ce scénario, et donc c'est forcément on aura ce premier semestre en pause, ou en tout cas
on va affiner un peu ce scénario parce que je pense qu'on aura des bonnes, des mauvaises nouvelles comme toujours, et des choses qu'on n'a pas prévues. Le marché qui est dans l'anticipation généralement s'arrêtera un moment pour regarder réellement ce qui se passe réellement et ce qui se retrouve dans l'immédiat. Exactement. Bon, Valérie, je vois que vous voulez réagir. Et puis Oui, Zacharia, en bien fait, sûr, après. Assez rapidement, en fait, Christian vient de confirmer ce que je vous ai dit. Si Christian gérait de l'argent, ce type de discours, c'est un gérant qui a repris un petit peu d'exposition, mais qui, comme il anticipe qu'au mois de janvier, le marché va cesser de monter, garde des liquidités pour acheter plus. Ouais. Voilà. Donc, CQFD, ça va monter. Mais... Zacharia, alors, le niveau d'optimisme du marché. Alors, vous regardez les taux, le marché du crédit également. Si on regarde, il y a le fait de trouver un vaccin au mois de novembre, c'est quand même un game changer. Ça donne un horizon. L'horizon, effectivement, c'est peut-être 2 mois, c'est peut-être 6 mois, c'est peut-être 1 an. On n'a pas de certitude sur cet horizon-là, sur le temps nécessaire pour implémenter le vaccin, pour la logistique, la distribution, l'efficacité. Il y a pas mal d'incertitudes à court terme. Mais ça nous donne un horizon à moyen terme. Petite parenthèse là-dessus. Enfin, parce que oui, le vaccin monte en puissance, mais l'épidémie ne cesse d'enfler aux États-Unis. On repart sur des mesures de restriction un peu plus dures en Europe. Autant de sujets qui faisaient réagir parfois fortement les marchés il y a encore quelques mois, quelques semaines. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Oui, mais justement, c'est parce qu'il y a cette distinction entre le temps court et le temps long. Sur le temps court, qu'est-ce qu'on voit ? Justement, des mesures de restrictions sanitaires. On vit de plusieurs confinements qui sont... Tous les jours, on a un nouveau confinement qui est annoncé. Aujourd'hui, c'était le Royaume-Uni. Hier, mercredi... Oui, hier, c'était l'Allemagne. Donc, en fait, sur le temps court, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Par contre, sur le temps long, on voit l'horizon, on voit un horizon justement rose parce que on voit un vaccin qui est déployé et on voit une économie qui revient à son niveau d'avant-crise, avec en plus des politiques monétaires et fiscales qui sont accommodantes. Donc, ce que le marché achète aujourd'hui, ce qui commence à se refléter dans les valorisations et ce qui a violemment était constaté au mois de novembre, cette accélération des actifs risqués, c'est cette intégration de ce scénario-là. Après, est-ce qu'on est au maximum ? Si on regarde spécifiquement le marché du crédit, on regarde les taux de défaut implicites dans les marchés, ils sont gros. Pour donner une idée, en Europe, on s'attend, quand on regarde le marché actuel, on s'attend à 15% de taux de défaut sur les 5 prochaines années, en cumulatif. La moyenne à long terme, c'est 10%. Donc il y a encore de l'espace pour la normalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la moyenne à long terme, c'est sur un cycle économique. Et aujourd'hui, si on achète la thématique de normalisation, c'est qu'au fait, on vient de passer le pire du cycle économique. Ce qui est devant nous, c'est l'expansion et le pic. Et c'est là où on a très peu de faillites d'entreprises. Donc normalement, sur les 5 prochaines années, on devrait avoir un taux de défaut encore plus faible que cette moyenne-là. Donc il y a encore du potentiel de resserrement sur le marché du crédit. Et on voit ça parce qu'il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus touchés, secteur du tourisme, secteur auto, tous les secteurs qui sont en Covid, eh bien ces secteurs-là ont beaucoup souffert, ont pas mal récupéré au mois de novembre. Et puis justement, dans cette anticipation-là, il y a encore du potentiel de récupération, mais avec potentiellement de la volatilité à court terme. Juste moi je suis pas d'accord sur un point qu'on entend beaucoup. Déjà l'année prochaine, c'est pas une reprise économique au sens économique du terme, c'est pas une reprise endogène à l'économie. C'est-à-dire que l'année prochaine, c'est pas parce que vous avez des ménages qui anticipent un rebond du marché du travail, qui vont être super optimistes, qui vont baisser leur taux d'épargne et qui vont consommer. C'est pas des entreprises d'un seul coup. La reprise, c'est une reprise technique parce qu'on lève des mesures qu'on freinait l'offre. Je comprends. Et attention, ça fait pas un nouveau cycle. C'est pas un cycle économique. On a eu un choc exogène. C'est pas un choc endogène. C'est pas la crise des subprimes. C'est pas une crise de surendettement. C'est pas une crise. On a eu un choc exogène qui va créer derrière le vrai impact endogène à l'économie, avec des entreprises qui se retrouvent beaucoup plus endettées, avec des ménages qui ont peut-être durablement perdu leur emploi, avec des écarts de revenus importants. Certains ont été beaucoup plus infectés que d'autres. Donc on peut pas raisonner, à mon avis, comme un cycle économique, parce que là, on a une récession, mais c'est pas une récession endogène à l'économie, c'est une récession provoquée par un choc exogène. Je voyais, Zacharia, je vous redonne la parole, mais c'est vrai qu'on constatait là, en France, non seulement il n'y a pas eu d'augmentation de défaillances d'entreprises, il y a eu une baisse des défaillances d'entreprises. Je ne parle pas juste des entreprises qui ont accès au marché de capital, une baisse de 30%, je crois. Imaginez qu'il n'y aura pas quand même d'effet de rattrapage à un moment sur le défaut et sur les défaillances d'entreprises.
Ça paraît ambitieux. Alors, le fait est qu'au global, sur le marché, si on prend tout, Oui. il y a quand même des défaillances d'entreprises. Ils ont été fortement limité par rapport à, par exemple, à la crise de 2008-2009, parce qu'il y a eu des politiques fiscales qui sont arrivées très vite, très vite. Et ces politiques fiscales, ce sont ces politiques fiscales qui ont permis de limiter justement des faillites qui auraient pu être phénoménales. On pense à des grandes entreprises qui représentent des parts importantes dans les dans le compagnies secteur aériennes, les croisiéristes, voilà, tout à fait. loisir. Et c'est comme ça qu'on a pu éviter ces défauts-là. Et effectivement, donc des politiques fiscales, des politiques monétaires. Et la preuve, c'est qu'aux États-Unis, on a un taux de défaut qui est beaucoup plus élevé. Et on le voit, on parlait, c'était sur le segment de l'énergie. Pourquoi ? Parce que le segment de l'énergie, c'est du segment high yield, n'a pas accès au financement de la Fed. Et ces entreprises-là, ils représentent le plus gros des défauts. On a eu quelques défauts d'entreprises cycliques, mais le plus gros des défauts, c'est concentré sur le marché de l'énergie. Donc la crise de Covid, elle a quand même montré les fragilités sur pas mal d'entreprises qui étaient des fragilités qui étaient structurelles, mais l'aide justement de politique monétaire et fiscale ont limité ce taux de défaut-là, et il continue de l'être. C'est ça. On a peut-être passé le pire de ce point de vue-là, alors. En tout cas, on est au plus haut. Ouais. On est au plus haut. On peut s'attendre à une stabilisation des taux de défaut parce que les politiques. Aujourd'hui, l'Allemagne a annoncé son plan d'émission de dette, le gouvernement fédéral, et en fait, il l'a augmenté de 200 milliards en brut, ce que j'ai en tête. C'est tout simplement parce qu'ils ont décidé Ça de va prolonger couvrir le risque de défaut des entreprises, quoi. Prolonger tous les programmes de soutien aux entreprises, de soutien aux particuliers et les mesures de chômage partiel. Donc il faut financer tout ça. Effectivement, ça pose des sujets justement sur les taux longs encore plus longtemps, mais ils sont là et c'est un fait, et ça permet de soutenir et la consommation et l'investissement en entreprise. Sur le thème du retour à la normale, vos commentaires évidemment par rapport à ce qui était dit, Valérie, il y a quand même l'idée, encore une fois, c'est une remarque que j'ai entendue dans l'émission à midi. Le retour à la normale, c'est très bien. On fait ce pari-là aujourd'hui, et on joue à fond l'idée du retour à la normale. Sauf que le retour à la normale précédente, elle était assez médiocre quand même. En termes d'environnement économique, c'était pas une croissance spectaculaire, c'était pas une croissance potentielle énorme. On peut imaginer même que la nouvelle normalité sera encore plus médiocre peut-être que la précédente. Ça peut être un frein quand même à un moment peut-être pour l'investissement et pour les marchés, Valérie. Alors, qu'est-ce qui peut être un frein le futur, ou bien l'idée que ça puisse être moins bien? Parce que les marchés, c'est pas la réalité qui les fait bouger, puisqu'ils doivent prendre des paris sur le futur, et personne ne connaît le futur. On peut en parler, mais de toute façon, on a notre point de vue. Ça n'est jamais qu'un point de vue, aussi étayé soit-il. Donc là, les marchés, comme disait Zacharia, ils ont, et d'ailleurs, comme Christian aussi l'a fait remarquer, l'arrivée des vaccins fait qu'on sait qu'il y a une solution. C'est vrai qu'on ne sait pas si cette solution elle va avoir un impact économique dès la fin du premier semestre, ou si ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus diffus, etc. Mais on sait qu'il y a une solution. Donc les investisseurs, quand ils comprennent qu'il y a une solution à un problème, le problème il part sous le tapis. On n'en tient plus compte. Après, dans l'économie réelle, est-ce que cette crise va réussir en Europe, en tout cas, à faire bouger un petit peu les lignes? Et oui, on dirait qu'il y a des choses qui bougent clairement au niveau européen, qu'on met l'accent politique, de la construction politique de l'Europe, vous voulez dire. C'est quand même super important. Ouais. Merci les Anglais, en fait. Heureusement qu'il y a Brexit. Parce que sinon, ça n'aurait sans doute jamais eu lieu. Bon, parce qu'ils auraient toujours bloqué toutes ces émissions de bonds, de mettre plus d'argent dans l'Europe et tout, ils ont toujours été contre. Donc, potentiellement, ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, il y a plein de gens qui passent et puis qui vous font la liste des aspects négatifs, et ils existent, il ne faut pas les ignorer. Et qu'on se retrouve avec une réalité économique qui sera quand même forcément médiocre, ou peut-être même plus médiocre, plus endettée, avec moins de potentiel de croissance. En 2021 ou plus tard, en fait, ce qui compte... c'est une question d'horizon de temps. C'est une question d'horizon de temps, et c'est une question de dynamique, parce que on a eu un choc semi-exogène, parce qu'en fait, on ne sait pas si on n'avait pas pris de mesures de confinement,
que se serait-il passé au niveau économique finalement, parce que même quand on prend les pays où ça se passe mal, soyons très très froids, d'accord ? Même si on prend les pays où ça se passe mal, on peut continuer à laisser les gens travailler. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas sauver tous les gens qui ont besoin d'aller en réanimation. Voilà, c'est ça les problèmes. Donc aujourd'hui, on trouve que c'est intolérable. Si on était 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière, on n'aurait absolument rien fait. Donc c'est pas un vrai choc exogène puisque c'est une décision politique de dire que la vie est plus importante que l'augmentation de la dette, en gros. Donc c'est une décision politique. Donc en fait, je pense je sais pas, on n'a pas de référence, mais en tout cas, ça peut. Voilà, c'est pas. Pour moi, ça vient interrompre. C'est une parenthèse. C'est absolument une parenthèse. Et donc, je ne peux pas me dire qu'il va y avoir des conséquences graves, durables, parce qu'on a une parenthèse, c'est une espèce de bulle. En fait, il va y avoir des conséquences graves, bien sûr. Il va y avoir des entreprises qui vont fermer. Oui, il y aura bien sûr des défauts. Mais ce qu'on ne sait jamais évaluer quand on est un peu au fond du trou, et on n'en est pas très loin encore du fond du trou, c'est tout le positif qui va émerger. Parce qu'il va aussi y avoir des créations d'entreprises, il va y avoir des changements de comportement qui seront plutôt bons pour la croissance, une consommation plus verte, etc. Et tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas le prévoir parce que c'est le nouveau. En fait, quand on se projette dans le futur, on a un biais de statu quo et on ne sait projeter que ce que l'on connaît déjà. Pourtant, je vous relance juste là-dessus, mais il y a beaucoup de réactions, je vois, de la part de Zachary et de Christian, mais c'est pourtant ce qu'on achète aujourd'hui, la transition énergétique. On est sûr, justement, que là, on est sur une autoroute, on achète le e-commerce, la digitalisation. Les banques et le pétrole. Ah bah oui, mais bon, sur l'ensemble de l'année, c'est quand même des thématiques qui ont bien fonctionné. Mais qui dit qu'elles ne refonctionneront pas encore l'année prochaine. Ouais. Et le marché voit bien qu'il y a du positif aussi quand même mais là, sur ces quand thématiques-là. L'enjeu pour que le marché monte encore l'année prochaine, c'est la normalisation, c'est-à-dire qu'un retour des banques, de l'énergie, qui sont les deux gros secteurs les plus à la traîne. Bon. Réaction, Zakaria, Christian, bien sûr. Juste un point que soulignait Valérie qui est important, c'est que justement, quand on regarde cette baisse du PIB, cette baisse de la consommation, elle cherche ses sources dans deux aspects. Il y a effectivement les aspects de confinement. On ne consomme pas parce qu'on ne peut pas consommer, parce qu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi, mais il y a aussi un choc de confiance. C'est que les gens, ils ont peur pour leur emploi. Les gens, ils ont peur que leur revenu ne soit plus là. Et c'est pour ça qu'ils consomment moins et qu'ils épargnent plus. Et c'est dans la théorie économique, c'est ça qui définit ce stade de dépression économique. Et donc, cette épargne-là, effectivement, demain, si on a cet horizon qui commence à s'éclaircir, où va-t-elle aller, cette épargne ? Parce qu'on a fortement épargné pendant le. Comment on peut essayer de répondre à cette question alors du coup, une équipe de stratégie ont étudié le côté de l'inégalité. C'est-à-dire que l'épargne n'a pas été faite de la même façon. Pas par tout le monde. D'accord. Pas par tout le monde. C'est que les gens riches ont épargné et les pauvres ont désépargné. Voilà, les gens riches, ils peuvent plus aller au ski parce que les remontées sont fermées. Ils peuvent plus aller, ils peuvent pas aller au théâtre. Ils peuvent pas faire les activités de loisirs. Et du coup, c'est cette partie-là qui est le plus épargné. Alors qu'à côté de ça, les gens les revenus les plus modestes, ce sont des gens qui ne pouvaient plus épargner parce que ils ont perdu leur travail, parce qu'ils vivent sur des allocations chômage, parce qu'ils ont des conditions qui sont compliquées. Et du coup, cet argent qui dort, grosso modo, sur du livret A, sur des comptes bancaires, sur des dépôts bancaires et du fonds monétaire, finalement, si demain, en fait, la situation se normalise, il y a une partie, justement, et c'est là où on va trouver la différence entre le côté économie, le cycle économique et le côté marché. C'est le plus gros de l'argent, ira forcément sur des actifs financiers. Il n'aura pas forcément dans la consommation. Les gens riches, ils vont reconsommer un peu, mais ils vont surtout réallouer leur actif monétaire sur des actifs de crédit, sur des actifs des actions. Et donc, c'est positif pour les marchés actions. Ce sera sans doute plus market positif que économique positif. Voilà, exactement. C'est cette partie-là qui va repartir sur des actifs risqués. Et puis, la consommation, elle va en profiter un peu, mais
mais Pas beaucoup autant moins que les marchés de financiers. Voilà, Si exactement. je résume Exactement, c'est tout à fait le ça. propos. Mm. Christian. Oui, moi j'ai toujours dit que l'année prochaine, ça sera l'année du cas. C'est la lettre K. Oui, Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un point qu'il faut important, c'est tout est en cas l'année prochaine. D'une part, vous allez avoir des pays qui vont s'en sortir très bien, qui vont reprendre très vite, parce qu'ils ont moins souffert que les autres. L'impact du virus n'est pas égal entre les pays. Vous avez des pays qui ont été plus touchés, qui ont eu 2 vagues, d'autres qui n'en ont eu qu'une. Donc, on ne peut pas s'attendre à une reprise comme si rien n'était. Derrière, il y a des pays qui sont plus infectés, qui ont eu peut-être des mesures plus agressives pour soutenir leur économie, d'autres moins. Les émergents, excusez-moi, mais les émergents, ça ne va pas être une grosse reprise l'année prochaine, parce que les émergents, avec ce qu'ils viennent de subir, avec des moyens... Hors Chine, j'imagine. Oui, hors Chine, Oui. hors Chine. Mais si on prend certains pays, on peut vraiment s'inquiéter l'Amérique latine, l'Afrique, il y a des vrais risques. Donc déjà, un cas au niveau des pays. On ne sera pas sur une reprise globale comme tout le monde reprend. Un cas au niveau des secteurs, on le voit bien, on ne sera pas sur le même rythme de reprise dans le transport aérien qu'éventuellement dans la restauration si on rouvre les commerces. Donc il y aura des vraies différences à mon avis. Un cas dans les consommateurs. Aujourd'hui, comment voulez-vous il y a une grosse différence entre le cadre qui était en télétravail, qui a eu son salaire plein, de la personne qui se retrouve dans le tourisme, qui a eu à un moment donné du chômage partiel, qui a eu une petite partie de son salaire, et puis qui va se retrouver au chômage parce que son entreprise a fermé. Vous n'avez pas du tout la même consommation. Donc vous allez avoir de la consommation dans le luxe. Vous avez le cadre qui fait des téléconférences, qui va acheter le gros casque d'Apple qui est hors de prix pour bien montrer qu'il est riche et qu'il a les moyens, et puis de toute façon il ne va pas partir en vacances. Et puis vous avez de l'autre le ménage qui n'a pas le moyen, qui va aller dans le hard discounter. Donc on est bien sur cet effet sablier et cette consommation qui va aller vers le haut et vers le bas. Donc on a cet effet ça, et puis on a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, un cas sur les prix. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans les indices des prix, vous me dites qu'il n'y a pas d'inflation. Regardez le dernier indice des prix en Europe, il n'y a pas d'inflation. Mais regardez dans le détail, on est sur des écarts. C'est-à-dire que vous avez tout ce qui est services contraints qui ont une grosse pression déflationniste. Et puis de l'autre, on a des entreprises qui ont des hausses de coûts à cause des hausses des frais sanitaires, des matières premières qui montent. Et donc derrière, qui va être capable de remonter ses prix de vente ? Qui va avoir sa marge sous pression ? Quand vous êtes distributeur, que vous êtes face sur du low cost, que vous êtes face à des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, vous n'allez pas pouvoir répercuter ça dans votre prix de vente. Donc ça sera de la marge. Par contre, si vous êtes dans un secteur de luxe avec une très forte demande, là vous allez le répercuter dans vos prix de vente. Donc il y a vraiment un écart dans les prix, et la moyenne ne veut plus rien dire dans ce cas-là. On n'est pas vraiment sur quelque chose. Donc on va revenir comme avant. Non, on ne reviendra pas comme avant. On sera forcément sur des changements de comportement, des changements en termes d'économie et des changements de sociétés gagnantes et de sociétés perdantes. Ouais. Et on ne peut pas dire on revient comme avant. Ça ne sera pas l'économie de 2019. Ça sera une autre économie. Et je pense que ça, c'est un gros accélérateur. Donc dire qu'on va revenir à quelque chose de médiocre comme précédemment, en fait, oui, c'est pas la bonne notion. C'est pas une reprise, c'est pas les mêmes mécanismes. Je pense qu'on sera sur quelque chose avec des effets plus ou moins à long terme sur les secteurs, avec des effets de reprise très différents selon l'économie. Donc on ne peut pas raisonner comme une reprise économique globale où tout le monde en profiterait, puis tout le monde irait mieux. Dans cette séquence où, alors, oui, il y aura du négatif, mais il y aura aussi du positif qui ressortira de cette crise. C'est ce que vous disiez, oui. Valérie. Est-ce que, je reprends, banque et énergie. Marché. Non mais, oui, marché. Est-ce que c'est des thématiques qui peuvent justement sortir par le haut positivement des situations de marché compliquées dans lesquelles elles se sont retrouvées. C'est ce qu'on semble voir depuis quelques semaines. Quelle chance, encore une fois, vous donnez à la prolongation de ce genre de mouvement. Vous écrivez ce matin, 2021, tout aura à voir avec l'Europe et l'euro. Oui, en fait, je pense qu'il y a quand même un facteur qui est très important, c'est la baisse du dollar. Moi, je pense qu'on est loin d'avoir terminé la baisse du dollar. C'est on entre dans le cœur de la baisse. Et du coup, ça va soulager les pays émergents. Je ne dis pas que ça va leur permettre de revivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que ça va les soulager et que ça peut faire surgir du bon là où aujourd'hui, on se dit, oh là là, c'est noir. C'est noir. Bon, donc la baisse du dollar, ça répartit beaucoup de choses. Donc ça, déjà, c'est un premier facteur. Et ensuite, écoutez, historiquement, contrairement à ce qui se dit, quand le dollar baisse, les actions américaines sous-performent. Bon. Et ça, écoutez, regardez mon compte Twitter, j'ai publié le graphique, il est vraiment très simple, très clair. J'ai raté celui-là, mais la corrélation, elle est excellente. Les mouvements se font de façon synchrone.
Voilà. C'est-à-dire, dollar fort, les États-Unis surperforment, euro fort, l'Europe surperforme. Alors, de temps en temps, il y a une période d'écart, c'est les périodes de gros retournements de tendance sur la devise. Voilà, donc c'est ce qu'on a eu là pendant 6 mois cette année, où l'Europe a sous-performé alors que l'euro était fort depuis le mois de mars. Parce que c'était le changement de tendance. Parce que c'était le changement de tendance. Donc pour moi, ça vient absolument maintenant que la tendance est confirmer. installée, vous dites la baisse du dollar contre euro, donc la hausse de l'euro-dollar, ça ne va pas être un frein à la hausse des actions européennes. En fait, la bourse, bien sûr, c'est censé refléter les bénéfices des entreprises, mais c'est censé refléter la tendance des bénéfices. Or, les entreprises, ce à quoi elles sont sensibles, c'est au moment où il y a une rupture de rythme dans les variations de devises. Parce qu'après, une fois qu'elles ont compris que le dollar il allait baisser de 5% tous les ans, elles font leur prix, elles se couvrent, enfin, elles ont une palette d'outils pour s'adapter et gérer l'entreprise. C'est au moment où ça change qu'elles sont surprises et qu'elles en pâtissent. Mais symétriquement, si notre devise remonte, c'est normalement aussi qu'il y a des gens qui achètent de l'euro. Alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent acheter de l'euro ? Ils peuvent acheter de l'euro pour acheter du Bund. D'accord, c'est bien, une bonne idée. Mais ils peuvent aussi venir investir. Je crois que chaque année ça marche. De toute façon, il y en a de moins en moins à acheter. Oui. Et la Banque Centrale Européenne nous a promis qu'il y en aurait toujours moins pendant un bon moment. Donc, ils vont être obligés d'acheter autre chose. Et peut-être que c'est justement parce qu'ils veulent acheter autre chose qu'ils achètent de l'euro. La cause ou la conséquence, on peut en débattre longtemps. Voilà. Donc, pour moi, ce sont des facteurs qui sont des facteurs concomitants et qui font que la bourse peut aller mieux parce que, justement, l'euro monte. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est que l'euro va monter parce que la bourse va aller mieux. Ouais, je comprends. Voilà. Bon. Alors peut-être sur les phénomènes de devises, ça nous amène peut-être à dire un petit mot de la Fed aussi. C'était l'événement hier soir. Zakaria, vos commentaires sur l'euro-dollar, l'euro qui monte, face à toute devise en plus. C'est pas juste face au dollar. Alors oui, alors justement, juste sur les banques, j'ai quand même un petit bout. C'est au fait, ça reflète le point que je soulignais avant, c'est que les faiblesses structurelles d'avant ont été marquées. Enfin, la crise les a encore plus sorties. C'est qu'il y a un sujet de rentabilité des banques, en zone euro. Et donc, la crise, là où on ressort quelque chose de bien, c'est ce mouvement de consolidation du secteur bancaire. Et c'est quelque chose qui va être plutôt positif pour la rentabilité des banques. Et le marché peut continuer de se focaliser sur cet aspect-là positif, effectivement, concernant le secteur bancaire. Voilà, c'est que on a identifié, on a depuis longtemps identifié une faiblesse. C'était visible de tous. Voilà, je crois, mais tout le monde ferme les yeux. Oui. Là, on s'attaque vraiment au sujet. Et du coup, c'est là où ça peut être plutôt positif en achetant justement le fait qu'on y remédie. Et c'est ça qui peut être intéressant. Pareil pour le secteur pétrolier, il y a 2 grands sujets. C'est qu'il soit dépendant des cours du pétrole. Et 2, c'est la transition énergétique. C'est que voilà, il y a ce sujet-là. Et ce qu'on voit, c'est que on a une accélération, en tout cas dans la communication d'investissement dans les énergies renouvelables. Et 2, on voit en fait certaines entreprises qui s'en ont sorties avec des départements Après avoir vu pendant des années toutes les faiblesses structurelles de ces secteurs, on voit enfin apparaître peut-être des éléments un peu plus positifs. Voilà, exactement. Et qui ont été accélérés. Donc c'est un mouvement qui a été accéléré par la crise. Et c'est en ça que c'est plutôt positif. Bon, sur Powell, un petit commentaire, Zakaria, et puis Christian, bien sûr. Alors sur Powell, moi personnellement, j'ai été surpris. Je pensais quand même qu'il va... aux États-Unis, il va y avoir un sujet de déficit fiscal. On a un gouvernement démocrate un président démocrate qui prend les rênes, potentiellement un Sénat démocrate. Donc il y a un sujet de financement de la fiscalité et grosso modo, la Fed, son job aujourd'hui, c'est de permettre de financer au Trésor de pouvoir dépenser sans limite. Oui. C'est un peu le discours de Powell là où c'était rassurant, c'est il dit grosso modo mission accomplie pour la Fed. Moi, les conditions financières de financement, que ce soit pour l'État, pour l'entreprise, sont bonnes. Les conditions de stress
stress de financement, ça n'existe plus. Donc là, on est bien. Après, en fait, son discours de dire on sera là jusqu'à ce que l'inflation et le chômage soient aux objectifs. Je suis désolé, mais c'est le mandat de la Fed. Et il n'a fait que le répéter. Oui. C'est une affirmation du mandat de la Fed. Donc, vous auriez aimé qu'il fasse plus, quoi. On s'attendait quand même à 120 milliards de dollars d'achat par mois, il fallait en faire plus encore. Là, actuellement. Il n'y a pas eu de plus. Il n'y a pas eu de plus. Actuellement. Mais la Fed, en mon sens, son plus gros atout, et surtout comparé par rapport à plusieurs autres banques centrales, c'est leur crédibilité. Il n'a pas besoin de faire plus. Ouais. Il aurait juste pu dire, s'il y a un allongement des maturités du financement de l'État, on l'accompagnerait, ou des choses, ou une indication, mais vraiment aussi subtile soit-elle, ça aurait permis de stopper net toute spéculation sur une hausse du coût des financements du gouvernement. Je pense que c'est quelque chose qui pourra tout à fait le faire si le sujet se pose. C'était peut-être trop tôt pour le faire, c'est ce qu'il faut comprendre, Zachary. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Christian, vous l'avez trouvé confiant, vous dites c'est la première fois que j'écoute Jerome Powell que je l'ai trouvé confiant. Oui, j'ai l'habitude de voir Calimero, donc c'est vrai que ça m'a fait drôle de le voir optimiste. Je suis pas habitué, ça me fait un choc. Mais au-delà de ça, il y a quand même un point où je suis pas d'accord sur un point, la forward guidance. Alors vous savez, c'est cette promesse de faire 120 milliards jusqu'à ce que l'économie ait en gros effacé cet effet coronavirus, qu'on soit revenu à une situation normale sur le marché du travail et à un retour de l'inflation. C'est pas une petite forward guidance, c'est pas si négligeable que ça. Parce que si on lit entre les lignes, c'est quand même important. Parce que déjà, ils nous disent le taux de chômage qui revient à 4%, c'est pas suffisant. Hein. Ça veut pas dire qu'on est revenu pour eux. Maintenant, c'est plus ça. Hein. Aujourd'hui, ils nous disent dans leur lecture, un marché du travail, c'est un marché dans lequel tout le monde a du travail, que les salaires minimums commencent à remonter, que les gens qui sont pas qualifiés se réduisent aussi. Voilà, donc attention, c'est pas seulement le 4%. Donc c'est du qualitatif maintenant, c'est plus seulement le taux de chômage qu'on regarde. Donc déjà, avant qu'on retrouve ce qualitatif, il nous dit on peut continuer à injecter des liquidités, mais tant qu'on n'a pas retrouvé ce qualitatif sur le marché de l'emploi. Deuxième chose, ils nous disent il faut aussi qu'on atteigne notre objectif sur l'inflation. Il faut qu'on retrouve sur les deux. Et tout au long du discours, il nous a dit, vous savez, on vous a promis, il l'a dit même à un moment donné, la Fed n'a pas été bonne là-dessus, on vous a promis que l'inflation reviendrait, on n'y arrive pas, et donc on pourrait rester très 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 longtemps dans une inflation très faible. Et quand vous regardez les prévisions des membres du FOMC, en 2023, on est à 2, tout pile de l'inflation. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur un marché de l'emploi qui ne sera pas revenu à la normale. Donc ça veut dire... Il ne va pas acheter 120 milliards par mois jusqu'en 2022. C'est toute la question aujourd'hui, parce que la forward guidance, implicitement, il nous dit on peut continuer à acheter 120 milliards indéfiniment. Et surtout, ce qui est le plus important, au-delà de ça, je n'ai pas dit que mais ce qui est surtout très important, c'est qu'il nous dit implicitement le deuxième semestre, ça peut repartir très fort, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter nos achats. C'est-à-dire qu'il nous a même dit à un moment, il peut y avoir de l'inflation. Le Covid est inflationniste. Il peut y avoir un petit choc. Alors, il n'y croit pas. Lui, il pense que c'est plutôt déflationniste. Mais même si l'inflation venait, ce n'est pas une vraie inflation. Ce n'est pas une boucle prix-salaire. Ce n'est pas des anticipations inflationnistes. Donc, pour moi, même s'il y a un peu les prix qui accélèrent, il y aura un effet d'accélération à cause des effets de base. Mais même si les prix, en glissement sur un an, reviennent au-dessus de 2, ce n'est pas suffisant pour que j'arrête mes achats. Donc, c'est quand même un discours. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait ? Avant, on avait dit, on achètera, on n'a pas de limite, c'est free, free lunch, on fait tout ce qu'on veut, mais on ne donne pas de temps de fin. Que maintenant, ils nous donnent les conditions pour la fin. Et les conditions pour la fin peuvent être très éloignées dans le temps et très éloignées par rapport à la reprise économique. Donc pour moi, c'est vrai. Est-ce qu'il va continuer d'acheter à 120 milliards par mois quand l'économie sera normalisée ? J'ai pas dit qu'il faudra réduire à un moment. Oui, non, mais attention, il ne pourra pas réduire. Parce qu'on aura justement le Trésor américain qui va émettre énormément. Et il est bloqué, il est collé aujourd'hui sur sa dette. Parce que derrière, s'il commence à réduire au moment où vous avez toutes les émissions du plan de relance, vous allez avoir les taux longs qui vont monter brutalement. Et à ce moment-là, vous allez freiner l'économie. En plus, c'est dangereux quand vous avez des gens qui sont hyper endettés. On a déjà essayé en 2013. Voilà, vous avez des gens qui sont... rappelez-vous, il a essayé de reprendre la liquidité. Ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Donc le gros problème, là, c'est ce qu'il nous dit, c'est que je suis en train de me désensibiliser du scénario 2021. C'est-à-dire qu'il nous dit que quoi qu'il arrive, 2021, j'injecterai des liquidités. Quoi qu'il arrive. Donc là, il se laisse la porte ouverte pour dire au marché, oui, ça va mieux, l'économie va mieux, on a 3% de croissance, mais vous inquiétez pas, j'injecte 120 milliards parce qu'on n'est pas revenu comme si c'était bon. Allez. Donc là, il s'est laissé la porte ouverte vraiment d'injection. Donc c'est assez fort quand même. Donc moi, je pense que la forward guidance est forte. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aurais pensé qu'il allait augmenter le rythme des achats. Et là, il s'est plutôt contraint. Il a plutôt mis une barre haute. Il a dit, ce ne sera pas plus de 120 milliards.
Voilà, c'est peut-être un plafond. C'est son plafond. On sent qu'ils sont plafond alors qu'avant ils n'en avaient pas. Donc c'est plus une contrainte. Mais à forward guidance, il ne faut pas la sous-estimer parce que quand on la lit bien, à mon avis, c'est un discours très fort. Allez, pour finir, il nous reste 1 minute 30. Valérie, Zakaria, commentaire. Vous vouliez dire quelque chose Non, il me semble juste que la Fed, quand elle donne un montant comme ça, elle n'est pas obligée d'acheter 120 milliards. Elle n'est pas obligée de tout dépenser. Eh ben oui. D'ailleurs. Non, mais bien c'est sûr. une façon de diminuer dans le futur les achats. C'est à un moment donné de dire, en fait, ça fait 3 mois qu'on constate qu'on n'a pas tout racheté, donc potentiellement, on va se mettre à racheter moins. C'est une façon douce de sortir. Exister. Et le deuxième effet, effectivement, qui va dans le sens de la normalisation, c'est que le seul élément quantitatif chiffré qu'on a eu, sont les fameux dots. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de monde du FOMC qui voit des hausses des taux en 2023. Il y a 3 membres de plus. Donc, et ça, c'est un point qui dit que peut-être, entre les lignes, eux aussi, ils commencent à regarder l'horizon long et ils se disent, à un moment ou à un autre, il faut préparer la normalisation. Parce que quand on a essayé de le faire la dernière fois, quand Jérôme Powell faisait partie de la Fed, mais on n'en était pas le président, c'était un petit peu compliqué. Oui, ça veut dire que l'idée qu'on laissera filer l'inflation sans rien faire, finalement, elle n'est pas aussi forte que ça, ou en tout cas aussi consensuelle que ça au sein de la banque. Ouais, je pense qu'ils peuvent se permettre que l'inflation overshoot. Je pense que c'est peut-être pas le plus... C'est quand même aussi ce qu'ils laissent penser, c'est qu'ils veulent laisser filer l'inflation. Mais au moins 2021, moi je pense que je suis d'accord, 2023, de toute façon on ne sait même pas où on en sera dans 2023, donc d'ici là, il y aura peut-être un autre virus, autre chose, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, 2021, je pense que sur 2021, il nous a donné un discours très clair. C'est bien balisé. Pour moi, c'est le discours aussi bien de la BCE que la Fed, c'est on injecte des liquidités, allez-y, quel que soit les taux le seront bas. scénario. Quel que soit le scénario on peut leur faire confiance, ils nous ont promis des taux bas pour 2021, on les aura. C'est quand même un gros message pour les marchés. Merci à vous trois, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Zakaria Darwish, gérant taux et crédit de CPR AM, qui étaient les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le jeudi soir, c'est le quart d'heure consacré à l'économie sociale et solidaire, la finance solidaire, investir dans l'ESS. Et Frédéric Vuillot qui est avec moi en plateau à mes côtés, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Voilà, vous êtes ma vigie sur le plan de l'investissement social et solidaire, la finance solidaire. Comment est-ce qu'on peut allier les deux ? Période de fête de fin d'année, effectivement, donc on a envie de se laisser porter par notre élan de solidarité. Et en plus, il y a peut-être la thématique d'investissement qui peut être intéressante. C'est ça. Alors, si on parle de solidarité, évidemment, c'est toute l'année. Toute l'année. Hein, une fois par mois, le jeudi. Si on parle d'argent et d'économie sociale et solidaire à la fin de l'année, mon premier réflexe, c'est de dire, là, il faut défiscaliser. Il faut défiscaliser avant le 31 décembre. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous investissez dans l'intérêt général, moi, je vous engage à faire tout simplement un don à une fondation. Ouais. Une fondation, pourquoi ? Parce que les fondations, elles font partie de la grande famille de l'économie sociale et solidaire et elles investissent dans les projets d'intérêt général. Et en plus, ces fondations, elles ont été fortement mises à contribution pendant la crise du Covid et aujourd'hui, elles sont quand même pas mal en difficulté. Alors, pour au moins 3 raisons. D'abord, vous savez que les placements financiers aujourd'hui sur les marchés, ils ne rapportent plus, ou quasiment plus. Et les intérêts de ces placements-là permettaient de financer les projets de terrain. Aujourd'hui, ça ne rapporte plus, donc ça devient très difficile pour les fondations d'aller financer les projets de terrain. Elles sont même en train de mordre sur leur capital initial, et donc évidemment, ça pose un problème de modèle économique pour les fondations. La deuxième raison, c'est que la crise sociale, en ce moment, elle est en train d'éparpiller les dons des Français vers plein de directions possibles, évidemment toutes légitimes, mais c'est compliqué pour les fondations d'arriver à récolter autant de dons que les années précédentes. Et puis la troisième raison, c'est le Centre français des fondations qui nous rappelle que voilà, il y a eu des coups de boutoir contre les dispositifs incitatifs en matière de fiscalité lors des dons. Et aujourd'hui, ça ne va plus aussi bien qu'il y a quelques années. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est effectivement d'investir dans une fondation reconnue d'utilité publique, dans un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise à condition qu'elle soit à objet d'intérêt général. Et votre don, il va être défiscalisé à 66% de votre impôt sur le revenu. Et donc, bien sûr, il n'y a pas de rentabilité immédiate de l'argent que vous allez y mettre, mais je vais le dire comme ça, si vous investissez 100 € pour l'intérêt général, le fisc vous rend 66 €, l'État vous rend de l'argent.
Alors, si on a cette logique de défiscalisation, les fondations, effectivement, c'est votre premier conseil, votre première recommandation, on peut investir aussi directement au capital des entreprises sociales et solidaires, Frédéric. C'est ça. Et cette année, Bercy est particulièrement magnanime en la matière à cause du Covid, encore une fois. Si vous investissez, nous dit Bercy, si vous investissez entre le 10 août et le 31 décembre, vous avez encore quelques jours, au capital d'une PME de moins de 10 ans, alors vous allez pouvoir déduire de votre impôt sur le revenu. D'habitude, c'est 18% de votre investissement. Cette année, c'est 25%. Ouais. On passe de 18 à 25%. Donc ça, c'est intéressant. Ça concerne, bien sûr, tous les secteurs d'activité, toutes les PME de moins de 10 ans. Sauf qu'évidemment, dans l'économie sociale et solidaire, en ce moment, on a l'association Finansol qui bat le rappel et qui dit « Si vous voulez que votre argent soit utile, alors pensez finance solidaire, investissez dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Vous devrez juste conserver vos parts 5 ans et vous ne devrez pas investir plus de 50 000 euros par personne. Évidemment, si vous commencez par investir 50 000 euros dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça va beaucoup les aider. Ouais, c'est un bon premier pas. Vous êtes sur le terrain, en contact avec le terrain de l'économie sociale et solidaire, justement. Qu'est-ce que vous avez repéré comme entreprise qui cherche justement à lever des fonds en ce moment, Frédéric ? Alors là, on a repéré cette semaine sur Mediatico la coopérative Les Trois Colonnes. Pourquoi cette coopérative ? Elle lève 10 millions d'euros en ce moment. Alors pourquoi cette coopérative ? Parce qu'on a vu pendant le Covid quand même que vieillir à la maison en bonne santé, c'est absolument essentiel. Et bien cette coopérative, Les Trois Colonnes, elle finance le maintien à domicile des personnes âgées avec une solution de viager solidaire. Alors qu'est-ce que c'est que le viager solidaire ? C'est pas très compliqué. Elle achète le logement des personnes âgées, la coopérative. Elle leur verse une rente mensuelle et elle finance les solutions pour les maintenir à domicile en termes d'accompagnement, en termes d'ergonomie, en termes de, d'aménagement du logement. Et bien ces investissements-là, ils sont eux aussi, on vient d'en parler, défiscalisés à hauteur de 25% jusqu'au 31 décembre. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller regarder de ce côté-là. Et concrètement, alors vous ne pouvez pas investir en direct en tant que particulier dans la coopérative Les Trois Colonnes, mais vous pouvez prendre des parts dans l'un des fonds d'investissement qui sont autour de table de la coopérative. Donc il y a la Banque des Territoires, il y a le fonds IDES du groupe Crédit Coopératif, il y a Kayakos, il y a le fonds Noves de la Caisse des dépôts, et puis il y a Aviva Impact Investing France. C'est des parts qui sont facilement accessibles, Frédéric ? C'est des parts. Alors, j'ai pas regardé le montant. D'accord, voilà, pour avoir le ticket d'entrée. J'ai pas regardé, mais alors effectivement, peut-être que la part est un petit peu élevée parce que pour l'instant, l'investissement est réservé aux fonds d'investissement. Cela dit, par le passé, ils avaient ouvert aussi leur levée de fonds à des particuliers. Mais on peut être un particulier qui a les moyens de mettre un ticket un peu élevé dans l'économie sociale et solidaire. Vous avez un coup de cœur aussi, je crois, Frédéric. Ne vous en privez pas. Oui, alors notre gros coup de cœur chez Mediatico cette semaine, c'est pour Babylone. Alors Babylone, c'est quasiment la première plateforme de financement participatif en France. Oui, c'est ça, loan comme prêt. C'est loan comme prêt, les petits prêts, les bébés prêts. Ouais. Et elle a été créée en 2008 par un financier pur jus, Arnaud Poissonnier. Alors pourquoi 2008 ? Parce qu'évidemment, lui, il travaillait dans la finance. Et il a vu Lehman Brothers. Et il s'est dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il a créé Babylone. Et aujourd'hui, il est devenu l'un des leaders européens du prêt solidaire. Et il vient de lancer Babylone Impact. C'est une plateforme Internet. Et le principe, c'est simple. Vous placez votre épargne sur un des projets que vous choisissez sur la plateforme. Vous prêtez de l'argent à ce projet pendant 12 à 36 mois. Et à la fin, comme c'est un prêt, vous êtes remboursé. Et le mieux, c'est que vous êtes remboursé avec des intérêts. Et des intérêts, bien sûr. Et le mieux du mieux, c'est que vos intérêts, c'est pas n'importe quoi. Les intérêts, ils vont de 2 à 5% brut. 5%, vous vous rendez compte, c'est quand même 10 fois mieux que le livret A, qu'on a à peu près tous à la banque. Donc, on voit que c'est de l'épargne solidaire, on voit que ça rapporte, on voit que c'est utile et que ça donne du sens à notre argent. Et bien évidemment, nous, chez Mediatico, on aime ça. Oui, dans un moment où les Français n'ont jamais eu autant d'épargne, on verra effectivement à quoi elle servira, comment est-ce qu'elle sera réinvestie, une fois qu'on sera passé au-delà de cette crise pandémique. Mais Babylone, justement, a fait une étude à ce sujet, Frédéric. C'est ça. Alors c'est vrai que pendant le premier confinement, on le sait, les Français ont épargné, de l'épargne un peu forcée, 130 milliards d'euros. Ouais. Parce qu'ils n'allaient pas en vacances, parce qu'ils ne partaient pas au ski, parce qu'ils n'allaient pas au restaurant, ils ne faisaient pas de loisirs. Bon voilà, donc c'est de l'argent qui est resté sur leur compte en banque. C'est de l'épargne forcée. La Banque de France nous dit qu'en 2021, il va y avoir encore 70 milliards supplémentaires de cette épargne forcée. Alors 130 plus 70, 200 milliards d'euros. Eh bien, il y a une étude Via Voice,
commandé par Babylone, qui nous apprend que 40% des Français sont prêts à changer leurs habitudes d'épargne à cause du Covid. En fait, c'est le Covid qui leur a ouvert les yeux pour rendre leur épargne utile à la société. Donc, si on fait le calcul, 40% de 200 milliards d'euros, c'est 80 milliards d'euros d'épargne utile pour l'économie sociale et solidaire. On voit bien que les Français, ils attendent autre chose de la finance. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Villot avec nous une fois par mois le jeudi dans le marché à thème de Smart Bourse, le quart d'heure thématique pour parler économie sociale et solidaire et des manières d'investir. J'y tiens, je veux qu'on puisse s'ouvrir la voie de l'investissement vers l'économie sociale et solidaire avec vous Frédéric, la finance solidaire. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico avec nous ce soir. Smart Bourse, c'est donc tous les jours, vous le savez, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart. On se retrouve donc demain à 12h30 en direct. Et puis demain soir, jour particulier, ce sera l'échéance trimestrielle, la fin d'année sur les marchés, on va dire ça comme ça. Et donc rendez-vous particulier demain soir avec nos spécialistes, nos techniciens de marché. On reviendra à des choses un peu plus liées au marché financier, il faut qu'on en parle aussi. Et donc demain sera une grande journée sur les marchés avec l'échéance trimestrielle des contrats futurs et des produits dérivés sur les marchés boursiers notamment. Très bon début de soirée donc, et on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.